Chapitre 6. Un peu plus tard, Lucie, plutôt pâle, sortit de la bâtisse. Après avoir fermé soigneusement la porte, elle remit la clé à sa place habituelle et se rendit dans l'écurie où était garée sa petite voiture. Avec toutes les précautions voulues, elle mit le moteur en marche et s'engagea dans l'allée discrète qui aboutissait au chemin vicinal qu'elle connaissait. De là, la jeune femme accéléra la vitesse jusqu'au bureau de poste d'où elle venait déjà téléphoner à Miss Marple. Ayant obtenu le numéro de sa vieille amie, elle demanda à Florence de l'appeler. La réponse ne fut guère engageante, mais quand elle le voulait, Lucie pouvait être incisive. « Faites ce que je vous dis, c'est immédiatement !» Florence était de celles qui cèdent à l'autorité. Bien la voix de Miss Marple se fit entendre. « Alors, Lucie !» Celle-ci prit son souffle avant de répondre. « Vous aviez raison, j'ai trouvé le cadavre d'une femme ? Oui, d'une femme recouverte d'une fourrure. Le corps se trouve à l'intérieur d'un sarcophage, placé dans une sorte de capharnaüm. Que désirez-vous que je fasse ? Sans doute informer la police. Oui, et sans perdre de temps. Un instant. La première chose que les inspecteurs voudront savoir, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu soulever un couvercle aussi pesant. Dois-je inventer un motif ? Je le trouverai facilement. Non, répondit Miss Marple, de son habituelle voix douce. Le mieux est de leur dire la vérité. Vous le comprenez, j'en suis certaine. La vérité ? Même en ce qui vous concerne ? Toute la vérité. Un léger sourire, ou une grimace, atténua la pâleur de Lucie. Très simple à dire, fit-elle remarquer, mais je n'imagine qu'il leur faudra faire un effort pour me croire. Toutefois, elle prit congé et téléphona aussitôt à la police. Je viens de découvrir un cadavre dans un sarcophage placé dans une vieille bâtisse à Rutherford Hall. Quoi ? Dit une voix incrédule. La jeune femme répéta la même phrase et, se doutant de la question qui allait lui être posée, elle donna ses noms et adresses. Puis, sans attendre, elle sortit, fit ronfler le moteur de sa voiture et reprit le chemin de la maison. Dans le vestibule, elle s'arrêta et se prit à réfléchir. Sa décision dut être rapide car, d'un geste bref, elle jeta sa tête en arrière et se rendit dans la bibliothèque dont la porte était entr'ouverte. Emma Krakenthorpe aidait son père à venir à bout des mots croisés du Times. « Puis-je vous parler, Miss ?» demanda-t-elle. Emma eut un léger sursaut et ses yeux exprimaient une certaine inquiétude. Toutefois, elle croyait qu'il devait s'agir d'une question concernant l'entretien de la maison. Déjà, Mr. Krakenthorpe s'irritait. Alors, attendez. « Eh bien, parlez !» S'adressant à sa fille, Lucie précisa. « Je désirais m'adresser à vous seule. »« Absurde !» cria le vieillard. « Dites ici ce qui se passe par la tête. »« Un instant, père !» intervient Emma. Comme elle se dirigeait vers la porte, son père s'agita de nouveau. « Toute cette histoire est absurde. Mes mots croisés d'abord, le reste peut attendre. »« Je crains, » répliqua froidement Lucie, « que le reste ne puisse attendre. »« Impertinente !» rugit son patron. Mais les deux femmes étaient déjà dans le hall. « Que se passe-t-il » s'enquit Emma. « S'il s'agit du travail supplémentaire que donne la présence de mon neveu et de son ami, je peux vous aider et... Vous faites erreur. Si j'ai évité de parler devant votre père, la raison est que, étant donné son âge et sa santé, j'ai craint qu'il n'eût un choc. Vous le comprenez aisément, j'ai découvert le cadavre d'une femme étranglée dans le grand sarcophage que vous devez sûrement connaître. » Effarée, Emma dévisagea son vis-à-vis qui, elle-même, ne la quittait pas des yeux. « Une femme étranglée ? Dans le sarcophage ? Mais c'est impossible, voyons !» Malheureusement, c'est une réalité. Je viens de téléphoner à la police et elle va venir d'un moment à l'autre. Les joues d'Emma s'empourprèrent. « Vous auriez dû m'avertir d'abord. » Ses yeux se portèrent sur le téléphone placé dans le hall. « Mais je n'ai entendu aucune sonnerie. La porte de la bibliothèque était cependant pas fermée. J'ai téléphoné en ville. Voilà qui est étrange. Et pourquoi pas d'ici ? Alexander et Stoddard auraient pu entendre la conversation. »« Je comprends. Alors ils vont venir. Je veux dire, la police ? » « Elle vient d'arriver, » répondit Lucie qui avait entendu des crissements de roues dans le perron. Déjà, le bruit de la vieille cloche du portail se répercutait dans le hall. « Il m'a été pénible de vous imposer cette confrontation, » dit l'inspecteur Bacon, tout en aidant Miss Krakenthorpe à sortir du musée. Bien qu'elle fût sur le point de défaillir, Emma marchait tête haute. « Je suis certaine de n'avoir jamais vu cette femme, » confirma-t-elle d'une voix rauque. « Cela suffira pour le moment, » répondit le policier. « Vous devriez vous reposer. »« Il me faut d'abord rejoindre mon père. Le docteur Quimper à qui j'ai téléphoné se trouve auprès de lui. » Le praticien surgit de la bibliothèque au moment où Emma et Bacon traversaient le hall. Grand, sympathique, il avait cet air dégagé qui rassure les malades.
Miss Crackenthorpe a rempli un pénible devoir avec grand courage, lui confia l'inspecteur. Voilà qui ne me surprend pas, répliqua le docteur qui tapota affectueusement le visage d'Emma. Tourné vers elle, il ajouta « Je n'ai jamais douté de votre courage, et votre père est en parfait état. Allez lui parler pendant quelques instants, puis vous reviendrez dans la salle à manger prendre un petit verre de brandy. C'est la meilleure ordonnance en pareil cas. » Emma hocha la tête et se rendit auprès de M. Crackenthorpe. « Elle est admirable, dit Quimper à Bacon. Quel dommage qu'elle ne soit pas mariée. Elle lui fait une épouse irréprochable et une mère de famille dévouée à souhait. Sans doute est-elle restée célibataire parce qu'elle était la seule femme dans une nombreuse famille. Sa sœur a convolé à 17 ans et elle est morte. Il semble que Miss Emma se soit aveuglément dévouée à son père. En fait, elle n'est pas aussi aveugle qu'on pourrait le supposer, mais elle a une qualité assez rare, celle de rendre heureux les hommes qui vivent auprès d'elle. C'est pourquoi elle se rend compte qu'il ne déplaît nullement à Luther Crackenthorpe de passer pour un invalide, et elle affecte de le croire. Même attitude à l'égard de ses frères. Cédric, qui se prend pour un peintre génial. Harold, cet infatué, qui est persuadé que ses conseils valent de leur pesant d'or. Bien qu'elle sache à quoi s'en tenir, elle ne cherche nullement à dissiper leurs illusions. Sans oublier de se cacher ses inquiétudes quand Alfred lui expose ce qu'il appelle ses savantes combinaisons. Croyez-moi, inspecteur, Emma n'a rien d'une folle. Mais peut-être avez-vous besoin de moi. Désirez-vous que je jette un coup d'œil sur la victime après la visite de Johnston, votre médecin légiste ? Excellente idée. Nous nous efforçons d'identifier la victime. Et sait-on jamais ? Je suppose qu'il est impossible d'avoir recours à M. Crackenthorpe. Il risquerait de s'effondrer. S'effondrer ? Baliverne ! Même il ne vous pardonnerait jamais si vous l'empêchiez de jeter un coup d'œil. Pensez donc, le spectacle le plus excitant qu'il aurait pu vu depuis 15 ans ou davantage. Et il ne lui coûterait pas un sou. Dois-je comprendre qu'il n'est pas gravement malade ? Il a 72 ans et c'est tout. Certes, il souffre de rhumatisme intermittent, mais qui ne connaît pas ce désagrément ? Pour lui faire plaisir, j'attribue ces légères crises à l'arthrite. Quant aux palpitations après les repas, il les met sur le compte d'une faiblesse cardiaque. Mieux vaut ne pas en parler. En somme, notre homme est l'un des nombreux malades imaginaires qui m'appellent à tout bout de champ. Voyez-vous, les personnes dangereusement atteintes sont généralement celles qui s'efforcent de paraître en bonne santé. Mais allons voir notre fameux cadavre. L'examen du docteur se prolongeait. « Je ne puis vous être d'aucun secours, dit-il enfin. La victime m'est totalement inconnue. Quelle extraordinaire aventure !» L'inspecteur approuva du geste. « Sortons, dit-il après un court silence. L'air frais nous réconfortera. » Du seuil, le docteur Quimper jeta un dernier coup d'œil sur le musée, puis il interpella son compagnon. « Sinistre. Au fait, qui a découvert la chose ? » « Miss Lucy Hayles Barrow. »« Oh, la nouvelle gouvernante ? Mais que faisait-elle donc dans cet endroit ? Et quelle idée d'ouvrir un sarcophage ? Précisément ce que j'entends lui demander. Auparavant, il conviendrait d'aller chercher Monsieur Crackenthorpe. Comptez sur moi. » Bientôt, la tête disparaissait presque dans les écharpes de vieillard, fit son apparition aux côtés de son docteur. « Odieux !» gronda-t-il. « Tout simplement odieux ! Pensez que j'ai acheté ce sarcophage à Florence, même en 1909 ou peut-être en 1910. » Du calme, conseilla le praticien. Le spectacle n'est pas beau à voir. Aucune importance, je tiens à faire mon devoir. La visite fut rapide et M. Crackenthorpe sortit du musée à une allure qui arracha un sourire à l'inspecteur. « J'ignore qui est cette femme, marmonna le vieillard, et que signifie toute cette affaire ? Une honte, dis-je. À propos, je me souviens, c'est à Naples que j'ai acheté le sarcophage, un spécimen rare à vrai dire. Et une créature stupide arrive qui se fait tuer à l'intérieur. » Soudain, il s'agrippa au pan de son ample par-dessus. « C'est trop pour moi. Oh, mon cœur, où est Emma ?» Le docteur le prit par un bras. « Ne vous inquiétez pas. Un petit stimulant fera l'affaire. Un cognac, par exemple. » Tous trois prirent le chemin de la maison. « Monsieur, monsieur !» S'étant retourné, l'inspecteur vit Alexander et son ami qui le dévoraient du regard. « S'il vous plaît, pouvons-nous voir le cadavre ? Demanda le premier. « Non !» répliqua Bacon sur son ton péremptoire. Mais le collégien insista. « Il nous serait peut-être possible de l'identifier. Dans ces conditions, pourquoi nous refuser ?»« Qui êtes-vous au juste ?» s'enquit l'inspecteur. « Je m'appelle Alexander Eastley et voici mon ami James Stoddard West. Avez-vous vu, par hasard, dans les parages, une jeune femme blonde portant un manteau de fourrure usagé ? »
Mes souvenirs sont imprécis, répondit Alexander. Non sans astuce. Je ne serai en mesure de l'affirmer qu'après avoir vu la victime. À d'autres, répliqua Bacon. Mais il ne sera pas dit que nous n'avons pas tenté l'impossible. Il se tourna vers son assistant. Accompagnez-les, Sanders, et maintenant, Miss Aylesborough, à nous deux. Lucie préparait le déjeuner quand on l'avisa que Bacon désirait lui parler. De fait, elle n'en fut pas surprise et suivit le messager, un policeman, jusqu'à la petite pièce où l'attendait l'inspecteur. Avec une froide courtoisie, celui-ci l'invita à s'asseoir. Pour sa part, la jeune femme attendait placidement la suite. Vinrent les habituelles questions. Nom, âge, adresse à Londres. Ayant donné satisfaction à l'enquêteur, la jeune femme crut devoir ajouter « Mes références d'emploi sont à votre disposition. » « Excellent. Ces certificats, pensa le policier avec un sérieux examen. Un amiral, un recteur, une vicomtesse et tutti quanti. Maintenant, dit Bacon, passons à notre affaire. Je crois savoir que vous êtes rendu dans le musée pour trouver des pots de peinture. Ce but atteint, vous êtes allé chercher un levier et vous avez forcé le couvercle du sarcophage. Dans quelle intention? Je cherchais un cadavre. Le regard de Bacon se fit plus sévère. Un cadavre? Et vous l'avez trouvé? Entre nous, cela ne vous semble-t-il pas une histoire, extraordinaire? J'en conviens, et peut-être désirez-vous avoir quelques détails supplémentaires? Incontestablement, cela serait préférable, pour vous. Ignorant le ton menaçant de son vis-à-vis, la jeune femme fit un récit détaillé des incidents qui avaient précédé sa sensationnelle découverte. Non seulement Bacon ne parut pas convaincu, mais sa réaction fut acerbe. Ainsi, vous prétendez avoir agi pour le compte d'une vieille demoiselle et obtenu un emploi ici même à seule fin de fouiller la maison et les alentours, toujours dans l'espoir de trouver un cadavre? Oui. Et qui est cette vieille demoiselle? Miss Jane Marple. Elle demeure pour le moment 4 Madison Road à Brackenton. L'inspecteur prit note de l'adresse avant de reprendre son interrogatoire. Et vous espérez que je vais donner créance à votre récit? La jeune femme ne se troubla pas. Non, du moins jusqu'à l'entretien que vous allez sûrement avoir avec Miss Marple. Soyez persuadé que je la verrai dès ce soir. Il doit s'agir d'une toquée. Il va sans dire que Lucie ne partageait pas cette opinion et se fut tentée de répliquer que le fait d'avoir indiqué la bonne piste ne signifiait nullement que Miss Marple fût folle. Mais elle se contint. Qu'allez-vous dire à Miss Krakentorff, je veux dire à mon égard, s'enquit-elle? Pourquoi cette question? En ce qui concerne Miss Marple, j'ai mené à bien la mission qu'elle m'avait confiée. Puisque le cadavre est retrouvé, mais je suis encore sous contrat avec Miss Krakentorff et je suppose qu'après ce drame, toute la famille devra venir ici. Miss Emma aura besoin d'aide. Si vous lui révélez le motif de ma présence ici, même, elle me congédiera, peut-être. Dans le cas contraire, je ne pourrai continuer mes fonctions et faciliter les choses. Ces derniers mots frappèrent l'inspecteur qui regardait fixement Lucie avant de répondre. Je ne dirai rien à qui que ce soit, pour le moment, dit-il enfin. Attendons la vérification de votre témoignage. Chapitre 7. Assis derrière son bureau, le chef de police du district réfléchissait tout en jouant avec un coupe-papier. Votre exposé me porte à croire qu'il serait préférable de transmettre l'affaire à Scotland Yard, dit-il en falant à Bacon. La carrure impressionnante de celui-ci contrastait avec la petite taille de son supérieur. Exact, monsieur, répondit l'inspecteur. La victime n'habitait certainement pas dans notre secteur. D'autre part, à en juger par son linge, il doit s'agir d'une étrangère. Naturellement, je ne souleverai pas ce lièvre avant l'enquête du coroner. Compte tenu du résultat négatif des premières recherches, elle se terminera par un ajournement, je pense. Sans doute, sans aucun doute. À propos, j'ai vu moi-même le magistrat. Alors, quand aura lieu cette formalité ? Dès demain, tous les membres de la famille Krakentorff seront présents et l'espoir qu'il nous reste, en ce qui les concerne, d'identifier le cadavre. Bacon consulta rapidement une liste. Il y aura Harold Krakentorff, bien connu, paraît-il dans le haut négoce londonien, ensuite Alfred, j'ignore ce qu'il fait exactement, et Cédric qui vit à l'étranger. Celui-ci est un artiste, il peint. L'inspecteur impartit à ce mot pour le mépris voulu. Le chef de la police sourit dans sa moustache. « Aucune raison de croire que ces gens ont un quelconque rapport avec le crime ?» demanda-t-il aussitôt. « Aucune, si ce n'est que le corps a été découvert à Rutherford Hall. » répondit Bacon. « Mi-figue, mi-raisin. Ce qui me dépasse vraiment, c'est que cette extraordinaire histoire du train. »
Ah, vous êtes allé voir la vieille demoiselle? Voyons, il jeta un regard sur les notes. Oui, Miss Marple. Cette visite s'imposait. J'ignore encore si cette personne divague ou non, mais le fait qu'elle ne démord pas du récit de son amie écossaise et de tout le reste, pour autant que je puisse en juger, elle me fait penser à ces hallucinés qui veulent avoir découvert un engin dans leur jardin ou repérer un espion dans un salon de thé. Un point, toutefois, paraît hors de discussion. Miss Marple s'est assuré les services de la jeune Lucy en vue des recherches d'un cadavre. Et la dite Lucy l'a trouvé, ponctua le chef. Une aventure peu banale. À propos, ce nom de Marple, Jane Marple, me semble familier. Quoi qu'il en soit, je vais informer Scotland Yard, mais il nous faut être discrets. Pour le moment, nous ne tiendrons les journalistes en haleine. Comme prévu, l'inspecteur du coroner ne révéla aucun fait nouveau. Personne ne reconnut la victime. Appelée en tant que témoin principal, Lucy ne peut que confirmer les circonstances de sa funèbre découverte. Pour sa part, le médecin légiste s'en tint à 3 mots. Mort par étranglement. Aussi, les débats furent-ils ajournés. Le vent soufflait en tempête quand les Crackendorf sortirent de la salle des délibérations. Avec eux se trouvait Mr. Wimborne, principal associé de la charge du notaire qui veillait aux intérêts de la famille. Alors que, frissonnant de froid, tous débouchèrent sur le trottoir, de nombreux curieux se rapprochèrent, alléchés par la manchette du journal local. Un cadavre dans un sarcophage. À la vue du groupe, un murmure s'éleva. « Les voilà !» Bouleversée, Emma lança un ordre bref. « Partons !» La famille se dirigea aussitôt vers le Daimler loué pour cette occasion. Cependant, Brian Eastley, le mari de la défunte Edith, prit Alfred avec lui dans sa petite voiture personnelle. Le départ allait avoir lieu quand Emma fit un geste. « Arrêtez! Voici les garçons !» En dépit de leurs protestations, indignés, on avait ordonné à Alexander et à son ami de rester à la maison. Mais ils étaient venus à bicyclette. Pour le moment, ils s'agitaient devant les portières des autos. « Un policeman nous a permis de rentrer dans la salle, » expliqua Stoddard West. « J'espère que vous ne nous en voulez pas ?» Cédric eut un geste amical. « Et pourquoi vous en vouloir? Je suppose que c'était la première enquête à laquelle vous assistez. »« Oui, » répondit Alexander, « mais le tout a été bâclé. »« Nous ne pouvons rester ici à bavarder, » intervint Harold. « Voyez la foule et ces hommes avec des caméras. » Le Daimler démarra. À l'intérieur, Cédric étouffa un soupir. « Bâclé. Voilà ce qu'ils pensent, les innocents. Et ça ne fait que commencer. » Il jeta un coup d'œil sur Mr. Wimborne, qui comprimait ses lèvres minces et hochait la tête en signe de désapprobation. « J'espère, dit l'homme de loi avec quelque solennité, que le mystère sera bientôt percé. La police doit connaître son métier. » Ce disant, son regard se porta sur Lucy. Non, j'ai peur. Il n'en reste pas moins que cette affaire est plus regrettable. Pardon. Ce disant, son regard se porta sur Lucy. Comme pour lui donner à entendre que, sans sa déplorable intervention dans un drame qui ne la regardait nullement, rien ne serait arrivé. Sentiment qui était partagé par Harold. À propos, Miss Lesborough, exactement dans quel dessin avez-vous ouvert le sarcophage? La jeune femme savait que cette question lui serait posée tôt ou tard par un membre de la famille. À la vérité, répondit-elle lentement et après avoir fait mine de réfléchir, je n'avais aucun but précis. D'abord, l'idée m'est venue de mettre de l'ordre dans une salle poussiéreuse. Puis, elle hésita de nouveau, je me suis sentie incommodée par une odeur. Lucie se doutait que cette allusion répugnerait son auditoire et qu'en conséquence, ils éviteraient d'insister. Son instinct ne la trompa pas. D'un geste, le notaire lui coupa la parole. « Oui, nous comprenons. » Il se tourna vers Miss Crackendorf qui avait affreusement pâli. « Oubliez pas, Emma, que la malheureuse victime n'avait aucune attache avec un quelconque membre de la famille. »« Pour le moment, fit observer Cédric, vous ne pouvez pas en être absolument certain. » Lucie regarda le peintre avec intérêt. Le contraste avec son frère avait déjà retenu toute son attention. Cédric était bâti en athlète, avec un visage rude, comme battu par la tempête et auréolé d'une chevelure en désordre. Descendu d'avion la veille, il portait un costume dont l'état donnait à penser qu'il n'en possédait pas d'autre. Un veston usagé et taché, un vieux pantalon de flanelle grise avec des poches aux genoux. Un bohème dans toute l'acceptation du mot, et l'homme semblait en être fier.
En revanche, Harold était le type même du directeur de grande entreprise. Il se tenait raide dans son coin, bien moulé dans un complet impeccable, dont l'élégance était rehaussée par une cravate gris perle. En somme, son aspect correspondait exactement à ce qu'il était dans la vie, un homme qui a réussi. La dernière remarque de Cédric qui lui avait déplu. « Vos propos me paraissent singulièrement malvenus, dit-il d'un ton acerbe. Et pourquoi ? La victime s'est bien rendue à Rutherford Hall, dans le fameux musée, pour être précis. Et dans quel but ? » Mr. Winburn tout sauta. « Un rendez-vous d'ordre privé, suggéra-t-il. Je crois comprendre que de nombreux étaient ceux qui connaissaient l'endroit où la clé était accrochée. » L'intonation de l'homme de loi donnait à entendre qu'il désapprouvait cette négligence. Aussi, Emma crut devoir s'excuser. « Cela date de la guerre. Le bâtiment était alors réservé aux membres de la défense passive. Ils avaient un petit réchaud et préparaient leur thé. Plus tard, et comme le contenu du local n'était guère capable de tenter qui que ce soit, nous avons laissé la clé à la même place. D'autant que, de temps à autre, la société d'assistance aux vieillards tenait une réunion dans le musée même et la clé était sur place. Personne n'avait à se déranger. Voyez-vous, nous n'avions à notre service que des femmes de ménage intermittentes. » Sa voix faiblissait et elle parlait sans intonation, tel un automate. Intrigué, Cédric lui lança un rapide coup d'œil. « Vous me semblez inquiète, Emma. Que se passe-t-il donc ?» Exaspéré, Harold intervient de nouveau. « Votre curiosité est malvenue. » Mais son frère ne se laissa pas impressionner. « Ne vous en déplaise, je confirme ma question. Assurant que la jeune femme qui s'est fait tuer dans une bâtisse à Rutherford même, voilà qui évoque les mélodrames du bon vieux temps. Et une inconnue, pour vous tous. Je ne comprends pas pourquoi notre sœur paraît affolée. » « Un assassinat ne s'oublie pas aussi facilement, répliqua Harold. Certaines personnes sont plus sensibles que vous. Et les crimes sont peut-être monnaie courante là où il vous plaît de passer votre vie. Je parle de Majorque. »« Ibiza, et non pas Majorque, interrompit ironiquement Cédric. Harold haussa les épaules. En Angleterre, nous prenons un meurtre plus au sérieux que les latins que vous fréquentez. Et, Cédric, laissez-moi vous dire que qu'on n'assiste pas à une enquête dans un tel vêtement. Vous oubliez que, dans ma halte d'être auprès de ma famille à un moment pénible, j'ai oublié de faire mes bagages. D'autre part, je suis peintre et il est à un artiste de se sentir confortable. Dois-je comprendre que vous essayez toujours de peindre ? Attention, Harold, je n'apprécie guère cette façon de vous exprimer. L'atmosphère était tendue. Aussi, Mr. Winburn s'éclaircit la voix avant d'intervenir avec autorité. Cette discussion n'est pas de mise. J'ai rendez-vous avec l'inspecteur Bacon à Rutherford Hall. Dans mon esprit, la cause du drame est assez claire. Comme Emma nous l'a confirmé, la cachette de la clé était un secret de Polichinelle. Il est donc plus que probable qu'au cours de l'hiver, ces couples se sont donné rendez-vous dans la place. Un certain soir, une querelle d'amoureux a eu lieu. Un quelconque jeune homme a dû perdre tout contrôle de lui-même. Épouvanté de son crime, il a jeté des regards désespérés autour de lui et il a aperçu le sarcophage. Vous devinez la suite ? Attentive, Lucie pensait que cette version pouvait être admise par ceux qui ignoraient l'origine de l'affaire. Mais Cédric n'avait pas dit son dernier mot. Ne pensez-vous pas que les amoureux auxquels vous venez de faire allusion auraient dû habiter non loin de Rutherford Hall à Brackenton ? Or, personne n'a encore reconnu la victime. Trop tôt, répliqua Winburn. Mais l'identification ne fait aucun doute, il n'est pas exclu que l'inconnu soit venu d'assez loin. Le peintre se fit ironique. Si j'étais une jeune femme désirant rencontrer ainsi mon préféré, je n'accepterais pas un rendez-vous dans une salle glaciale et éloignée de ma demeure. Vous semblez oublier que nous sommes en plein hiver. Remarque qui valut à son auteur une nouvelle apostrophe de Harold. Est-il vraiment nécessaire d'entrer dans toutes ces considérations ? À ce moment, la voiture s'arrêta devant le perron de Rutherford Hall. Chapitre 8. À son entrée dans la bibliothèque, Mr. Winburn ne put réprimer un léger tressaillement. Son regard s'était porté sur un homme de belle prestance qui se tenait auprès de Bacon. Celui-ci fit rapidement la présentation. « Voici l'inspecteur détective Craddock, de New Scotland Yard. »« Scotland Yard » murmura le notaire, tout en fronçant les sourcils. Avec une parfaite courtoisie, Craddock engagea aussitôt la conversation. Nous avons été saisis de l'affaire, Monsieur Winburn. Du fait que vous représentez la famille Krakentorff, j'estime qu'il n'est que de justice de vous communiquer les informations déjà en notre possession. À titre confidentiel, 100 ans.
L'inspecteur n'avait pas son égal pour aborder un sujet délicat. Peu de mots en vérité, mais il suffisait pour faire comprendre à l'interlocuteur tout le sérieux d'une situation. Mon collègue Bacon est d'accord, je suppose, demanda-t-il aussitôt, tourné vers celui-ci. L'interpellé acquiesça avec toute la sonalité voulue. L'attitude des deux policiers tendait à donner l'impression que cette entrée en matière n'avait pas été préparée à l'avance, mais le notaire ne fut sans doute pas dupe. Voici, reprit l'inspecteur, une première enquête nous a permis d'établir d'une part que la victime s'est rendue à Londres à Brackenton, d'autre part qu'elle était arrivée dans la capitale assez récemment et qu'elle venait de l'étranger, de France probablement, mais nous n'en sommes pas certains. Mr. Winburn donnait des signes d'impatience, mais il se contint. « Vraiment ?» dit-il simplement. « Les choses étaient ainsi, intervient Bacon. Mes chefs ont estimé que Scotland Yard était mieux qualifié que nous pour continuer les recherches. Je ne puis qu'espérer qu'elles aboutirent bientôt, répondit froidement le notaire. Vous vous rendez certainement compte que de toute cette affaire est une source de grave ennui pour mes amis. Bien que n'étant pas personnellement impliqué dans le drame, une courte hésitation s'en suivit, et ce fut Craddock qui acheva la phrase. N'apprécie guère la découverte d'un cadavre dans la propriété de leur père, je le conçois, mais mon accord avec vous se limite à ce point. Maintenant, je désirais avoir un bref entretien avec chacun des membres de la famille. Je ne vois pas ce qu'il serait de même de révéler. Probablement rien de très intéressant, mais on ne saurait en être certain. Au fait, seriez-vous disposé à me donner vous-même quelques renseignements sur Rutherford Hall et les Krakenthorpe ? Mais quel rapport entre eux et l'inconnu venu de l'étranger pour se faire tuer ici ? Précisément, c'est le point qu'il conviendrait d'éclaircir. Pourquoi est-elle venue ici ? A-t-elle fréquenté cette propriété autrefois ? Se peut-il qu'elle y ait servi en tant que domestique, femme de chambre par exemple ? Ou avait-elle l'intention de retrouver un ancien locataire connu d'elle ? Suggestion qui irrita M. Winburn, il répliqua que, depuis sa création par Josiah Krakenthorpe en 1884, Rutherford Hall n'avait été habité que par la famille. Voilà qui est intéressant, nota Craddock, avec le plus grand calme. Mais permettez-moi d'insister, je désirais avoir des éclaircissements sur cette famille précisément. Le court récit du notaire n'ajouta rien aux faits déjà connus. Aussi, l'inspecteur risqua-t-il une question. À propos, monsieur Luther Krakenthorpe, l'actuel propriétaire de la maison, n'a-t-il jamais envisagé de la vendre ? À quoi cela lui... À quoi cela lui t-il servi ? Le testament de son père le lui interdit formellement. Important, cela, et pourriez-vous me révéler la teneur de ce testament ? L'homme de loi se raidit encore davantage. Pourquoi le ferais-je ? D'une voix suave, Craddock répliqua sur le champ. Tout simplement pour gagner du temps. Vous n'ignorez pas qu'il m'est possible de prendre connaissance du double au bureau de l'enregistrement de Somerset House. Bien contre sa volonté, M. Winburn esquissa un sourire. Je le sais, mais je tenais à souligner l'inopportunité de votre demande. Cela précisé, il n'y a aucun mystère dans les dernières volontés de Joshua. Le défunt a laissé son immense fortune en trust, le revenu devant être versé à son fils cadet Luther. Vous savez que l'aîné a trouvé la mort dans un accident. Après le décès de Luther, le capital sera partagé en partie égale entre ses propres enfants. Or, Edmund et Edith sont décédés. Le premier n'a pas de descendance, donc la fortune ira à Cédric, Harold, Emma et au fils d'Edith, Alexander Eastley. Qu'adviendra-t-il de Rutherford Hall même ? Le propriétaire est destiné aux plus âgés des survivants, c'est-à-dire à Cédric ou à ses éventuels descendants. Après un court moment de réflexion, l'inspecteur reprit la parole. En somme, Luther Krakenthorpe ne peut disposer ni de la propriété ni du capital laissé par son père Joshua. Exactement. Étrange situation. Dois-je supposer que Joshua était un mauvais terme avec Luther ? Il faut bien l'admettre, déjà, la conduite de son fils aîné lui avait déplu. Un paresseux. Par surcroît, Luther, le fils cadet, donc, se prit à parcourir l'Europe pour rassembler une collection d'objets d'art. Pensez au sarcophage. Et Josiah n'apprécia guère cette forme d'activité. Ne vous étonnez donc pas des stipulations du testament. Donc, pour le moment, les enfants de Luther n'ont aucun revenu en dehors de leur gain personnel et il leur faut attendre la mort de leur père, qui, de ce côté, n'a aucun pouvoir. Voilà qui est clair. Vous avez parfaitement compris. Toutefois, je ne vois toujours pas le rapport entre les clauses que vous connaissez maintenant et la mort d'une jeune femme inconnue, venue de l'étranger. Il semble ne pas y en avoir, répliqua promptement Craddock, mais je désire éclaircir la situation.
Le regard pénétrant du notaire s'attarda sur son vis-à-vis. Puis, sans doute satisfait, Mr. Winburn se prépara à prendre congé. « Je me propose de rentrer à Londres, à moins que vous n'ayez l'intention de me poser d'autres questions. »« Non, » répondit posément Cradock. « Et je vous remercie, monsieur. » Le son du gong résonna soudainement dans le hall. « Encore ces collégiens qui se livrent à quelques fantaisies !» s'exclama le notaire. Élevant la voix, le bruit allait crescendo. Cradock prit une décision. Peut-être pense-t-il que le déjeuner se fait attendre. Eh bien, nous laisserons la famille se reposer en paix. Toutefois, l'inspecteur Bacon et moi-même désirons revenir, disons vers 14h15, pour mener à bien les entretiens auxquels je me suis déjà référé. Rappel qui indisposa Mr. Winburn. Croyez-vous bien qu'il soit vraiment nécessaire? Son interlocuteur haussa les épaules. Peut-être l'une des personnes interviewées pourra-t-elle se rappeler un détail qui nous mettrait sur la voie. Maussade, le notaire, prit le chemin du hall. De retour de l'enquête du coroner, Lucie s'était rendue dans la cuisine. Il y aurait plusieurs invités au déjeuner. Alors qu'elle s'affairait, Brian Eastley fit son apparition sur le seuil de la porte. « Est-il possible de vous aider » demanda-t-il. « Je crois que je peux me rendre utile dans une maison. » Quelque peu surprise, Lucie lui jeta un coup d'œil interrogateur. Brian étant revenu à Rutherford Hall dans sa petite voiture, la jeune femme n'avait pas eu l'occasion de noter ses apparences. Maintenant, elle pouvait constater que l'aspect de son visiteur inattendu n'était pas déplaisant. Eastley paraissait être un homme aimable et encore jeune. Des cheveux châtains, des yeux bleus, quelque peu mélancoliques. Ses énormes moustaches évoquaient un ancien pilote de la RAF. Dans l'attente d'une réponse, il s'était assis sur le bord d'une grande table. « Puis-je demander de vous lever » dit Lucie. « Il me faut poser le plat du Yorkshire pudding. » Brian s'empressa d'obéir. Cette sorte de flan accompagne généralement l'habituel roast-beef de la vieille Angleterre, répondit-il. Quelle odeur sympathique. Mais peut-être que je ne devrais pas vous ennuyer avec mon bavardage. Puisque vous êtes disposé à m'aider, répondit la jeune femme sur son ton enjoué, retournez donc les pommes de terre et elles vont roussir. Ce qui fut sur le champ. Maintenant, reprit Lucie, mettez le pudding dans le four. L'aide cuisinière se précipita, mais il poussa un petit cri. Vous êtes brûlée s'inquiète Lucie. Oh, rien de grave. Décidément, la cuisine n'est pas de tout repos. Je suppose que vous ne vous en occupez jamais. Au contraire, je suis très souvent obligée de mettre la main à la pâte. Mais mon talent se limite aux œufs et au bacon, parfois une grillade. Il doit être agréable de vivre à Londres. Si vous appelez cela vivre, murmura-t-il assez tristement. Puis il se reprit à contempler la cuisine. Voilà qui évoque le bon temps, quand j'étais encore chez mes parents. Il semblait perdu dans ses souvenirs et son émotion maîtrisée à grand-peine retenait toute l'attention de Lucie. Elle réalisa qu'il était plus âgé qu'il ne le paraissait à première vue. Quoi qu'il en fût, aucune ressemblance avec son fils Alexander. Progressivement, Eastley la portait à penser à ces jeunes pilotes qu'elle avait observés pendant la guerre, alors qu'elle était à peine une adolescente. Pour sa part, Lucie s'était adaptée à l'évolution issue du conflit mondial. En revanche, elle avait nettement l'impression que Brian avait été transporté tel quel d'une époque à l'autre. « Vous étiez pilote de chasse, dit-elle, et vous avez été cité à l'ordre du jour. Ce fut la cause de mes difficultés. Les gens se sont enthousiasmés pour les aviateurs et la paix est venue. Ils ont voulu exprimer leur reconnaissance en nous procurant des emplois. Très gentil de leur part, mais être fonctionnaire, voilà qui ne répond pas à mon caractère. Vous me voyez assis dans un bureau, faisant d'interminables additions. À plusieurs reprises, j'ai essayé d'échapper à cette ambiance, de faire quelque chose. Hélas, il m'eût fallu une aide financière, j'entends. Ah, si j'avais un petit capital à ma disposition. » Il soupira avant de continuer. « Vous n'avez pas connu ma femme, Edith ? Non, évidemment. Elle était tout à fait différente des autres membres de la famille. Après avoir servi dans le corps auxiliaire des jeunes femmes pendant la guerre, je l'entends encore dire de son père qu'il était un affreux menteur, doublé d'un avare. Entre nous, Miss Hayley et Barrow, pourquoi cette avarice ? Il ne peut emporter sa fortune avec lui et elle profitera quand même à ses héritiers. La part d'Edith allant à Alexander, du moins quand il aura 21 ans. À ce moment, le jeune garçon accompagné de James Stoddard West fit son apparition, hors d'haleine et l'usage rougi par le froid. « Bonjour Brian, dit-il gentiment à son père. Je vois que vous avez atterri dans la cuisine.
Les rôles semblaient renversés. On eût dit un chef de famille s'adressant à son fils avec indulgence. Puis, regardant les plats, il s'écria « Quelle splendide pièce de bœuf !»« Laissez-moi passer, interrompit Lucie. Il me faut préparer la sauce. »« 2 bols au moins, j'espère, répliqua Alexander. Très digne, Stoddard West s'avança. « Pouvons-nous être de quelques utilités, miss ?» Excellente idée, Alexander. Allez donc taper sur le gong, c'est l'heure. Quant à vous, James, portez ce plateau dans la salle à manger. Les 2 collégiens se précipitèrent. Mr. Winburn se trouvait dans le hall et enfilait posément ses gants, tandis qu'Emma descendait de sa chambre. « Vous ne voulez pas partager notre repas, monsieur Winburn ?» demanda-t-elle. « Impossible, ma chère. J'ai un rendez-vous important à Londres et il y a le wagon-restaurant. Je tiens à vous remercier d'avoir bien voulu nous réconforter par votre présence. » À ce moment, Craddock et Bacon sortaient de la bibliothèque. Voyant, le notaire se rapprocha de Miss Crackenthorpe. « Ne vous tourmentez pas, Emma. Voici l'inspecteur Craddock, de Londres, qui prend l'affaire en main. Il viendra après le déjeuner et vous posera quelques questions. Vos réponses peuvent lui être de quelque utilité. Mais je tiens à vous répéter qu'il n'y a rien qui soit susceptible de vous inquiéter. » S'adressant à Craddock, il demanda « Puis-je communiquer à Miss Crackenthorpe ce que vous m'avez dit ?»« Certainement. Donc, Emma, l'inspecteur m'a déclaré être presque certain que le crime ne révèle pas des autorités locales. D'abord, tout porte à croire que la victime est venue de Londres. Ensuite, qu'il s'agit d'une étrangère. »« Une étrangère ?» s'écria Emma. « Serait-elle française ?» La réaction de la jeune femme, qu'il avait voulu rassurer, prit le notaire par surprise. Son regard se détourna. En revanche, les yeux de Craddock se fixèrent instantanément sur le visage de Miss Crackenthorpe. L'inspecteur se demandait pourquoi elle avait immédiatement pensé à une Française et quelle était la raison de sa nervosité. Chapitre 9. 4 personnes seulement firent honneur à l'excellent déjeuner. Lucie, les 2 jeunes gens et Cédric Crackenthorpe. Celui-ci ne paraissait nullement ému par le drame qu'il avait rappelé en Angleterre. Même on aurait pu croire qu'il était enclin à la considérer comme une bonne farce, une farce macabre à la manière des rapins. Son attitude, nota Lucie, choquait Harold au-delà de toute expression. Ce crime, devait-il penser, était une insulte à l'égard d'une famille respectable. Pour sa part, Emma demeurait soucieuse. Alfred lui-même plongeait dans des méditations toutes personnelles. Après le repas, les 2 policiers revinrent et demandèrent à s'entretenir avec Cédric. Une voix plaisante, presque amicale, Craddock invita le peintre à vous asseoir. « Je crois savoir que vous êtes revenu tout spécialement des Baléares. Vous vivez là-bas » Depuis 10 ans, je préfère leur vive couleur à la grisaille de ce morne pays. Le soleil lui est plus souvent qu'ici, j'en suis certain. Mais passons au fait. Il paraît que vous êtes déjà venu à Ritterfell Hall pour les fêtes de Noël. Pourquoi ce nouveau voyage ? J'ai reçu un télégramme de ma sœur, Emma. Il n'y avait jamais eu de crime dans la propriété même. Aussi, n'ai-je pas voulu manquer l'occasion. Vous intéressez à la criminologie ? Oh, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à des mots aussi compliqués. Le fait est que les assassinats éveillent ma curiosité. Qui est le coupable ? Vous me comprenez ? J'en suis certain. D'autant qu'en l'occurrence, l'assassin a opéré, pour ainsi dire, à notre porte. En outre, j'ai pensé qu'Emma pouvait avoir besoin de soutien. Ne fût-ce que pour apaiser notre père et recevoir la police. En somme, l'affaire en appelait à votre instinct, sportif, à vos sentiments familiaux. Je ne doute pas que votre sœur vous en soit reconnaissant, puis que vos 2 frères soient également venus à ses côtés. Eux ne cherchent pas à la réconforter. Harold, par exemple, est terriblement contrarié. Pensez, il ne plaît guère à un magnat du négoce d'être mêlé à l'assassinat d'une femme douteuse. L'inspecteur haussa légèrement les sourcils. Était-elle une femme douteuse ? À vous de juger, d'après les faits, on serait tenté de le croire. Je pensais qu'il vous serait peut-être plus facile de risquer une conjecture. Voyons, inspecteur, ne nous souvenez-vous pas qu'il m'a été impossible de l'identifier ? J'ai dit une conjecture. Vous pouvez très bien n'avoir jamais vu cette femme et être à même de faire des suppositions, de penser à des indices. Cédric secoua la tête. Vous faites fausse route. Je n'ai aucune idée à son sujet, mais auriez-vous l'intention de me suggérer que cette personne s'est rendue dans le musée pour rencontrer un membre de la famille ? Impossible, car il faudrait admettre que la victime avait un rendez-vous avec mon père vénéré, seul habitant mâle au moment du crime. Notre idée est, répliqua Craddock, ignorant cette ironie, qu'il n'est pas exclu que la dite femme ait eu autrefois un lien quelconque avec Ritterfell Hall. Reportez vos pensées en arrière, monsieur Crackenthorpe.
Cédric réfléchit pendant un moment, puis fit un geste de dénégation avant de répondre. De temps à autre, nous avons eu, comme beaucoup d'autres, des domestiques étrangers. Mais, pour ma part, je ne vois sincèrement aucun rapport. Demandez plutôt aux membres de la famille, qui n'ont jamais quitté le pays. Ils en savent plus long que moi. Je n'y manquerai pas. Passons à autre chose. Comment vous l'avez appris à l'enquête, l'autopsie n'a pas permis de préciser le jour du crime. Un peu plus de 2 semaines, voire 3, dit le médecin légiste. Voilà qui le situe aux environs de Noël. Et vous m'avez confirmé votre présence ici à cette époque. Au fait, quand êtes-vous arrivé en Angleterre et quand êtes-vous reparti ? Un court silence et Cédric répondit. Voyons. J'ai pris l'avion et je suis arrivé le samedi précédent Noël, c'est-à-dire le 21 décembre. Vous veniez directement de Majorque ? Oui, l'avion a décollé dans la matinée et a atterri dans l'après-midi. Et votre retour a eu lieu le vendredi suivant, le 27 donc. Merci. Cédric esquissa une grimace. Voilà qui me place, malheureusement, dans la période compromettante. Il haussa les épaules. Mais l'étranglement des jeunes femmes n'est pas le genre de sport que je pratique pour célébrer Noël. Je l'espère. Monsieur Krakenthorpe. Silencieux, l'inspecteur Bacon se contentait de jeter sur Cédric des regards réprobateurs. Tant et si bien que le peintre s'adressa à lui. Commettre un crime à un pareil moment équivaudrait à nier la haute signification de cette fête. Paix et bonne volonté. Ce fut Craddock qui répondit plus que brièvement. Cela suffira, monsieur. Merci. Que pensez-vous de ce gaillard demanda l'inspecteur de Scotland Yard quand la porte se fut refermée sur Cédric. Bacon fit une moue significative. Plutôt effronté pour tout dire. Je ne peux supporter ce type d'hommes. Tous des libertins et les artistes. Et tout à fait capables de se compromettre avec une aventurière. Il n'a certainement pas étranglé une autre inconnue, répondit Craddock. Il n'a pas quitté Majorque avant le 21. Il nous sera facile de vérifier. Bacon lui jeta un regard aigu. J'ai remarqué que vous n'avez pas autrement insisté sur la date exacte du crime. J'aime toujours garder un atout en réserve pour les interrogatoires suivants. Et maintenant, voyons ce que le gentleman de la City, Harold, va nous révéler. Très digne, l'homme d'affaires. Hélas, son témoignage se borda à des brides de phrases. Affaire plus que regrettable, désagréable au possible. Les journaux nous importunent, leurs reporters sollicitent des interviews. Cette jérémiade terminée, Harold se tint raide sur son siège, dans l'attitude d'un homme qui renifle de mauvaises odeurs. L'insistance de Craddock n'aboutit à aucun résultat. Harold ne savait rien, ne voulait faire aucune supposition, admettant simplement qu'il était arrivé à Rutherford Hall la veille de Noël, et que son séjour s'était prolongé jusqu'à la fin du week-end. « Et c'est tout !» dit Craddock après son départ. L'inspecteur était convaincu que Harold n'était pas disposé à se rendre utile. Aussi fit-il appeler Alfred, qui entra avec une nonchalance, un tantinet exagéré. À la vue du nouveau témoin, Craddock eut l'impression qu'il ne lui était pas inconnu. Il l'avait certainement vu quelque part, ou s'agissait-il d'une photo parue dans un journal. Quoi qu'il en fût, ses souvenirs semblaient évoquer des incidents peu flatteurs pour l'intéresser. L'inspecteur lui ayant demandé sa profession, Alfred esquissa un geste vague. Pour le moment, dit-il, je m'occupe d'assurance. Tout récemment, je me suis intéressé au lancement d'un nouveau type de machine parlante, sensationnel, et je n'ai pas mal réussi. Craddock donnait l'impression de l'écouter avec sympathie, et nul n'aurait pu se douter qu'en réalité son visage s'était porté sur le complet neuf que portait son vis-à-vis. L'élégance toute superficielle d'une étoffe bon marché. Si les vêtements de Cédric le peintre étaient en mauvais état, en revanche, l'excellence de leur coupe était indiscutable, et le tissu avait dû coûter un bon prix. Avec Alfred, il s'agissait d'un trompe-l'œil du tout fait, en somme. Mettant un terme à son discret examen, l'inspecteur posa les questions habituelles. Alfred semblait disposé à s'intéresser à l'affaire. Peut-être était-il logique de suggérer que cette femme a servi dans la maison, dit-il. Il y a beaucoup de main-d'œuvre étrangère dans la région. Nous avons eu 2 Polonaises et une Allemande. Mais le fait qu'Emma n'ait pas reconnu la victime réduit notre suggestion à 0. Ma sœur est très physionomiste, voyez-vous. D'autre part, je sais qu'aucune de ces domestiques a été engagée à Londres. À propos, pourquoi pensez-vous que la victime soit venue de la capitale ? La question fut posée sur un ton presque indifférent, mais le regard d'Alfred exprimait une vive curiosité. Un léger sourire constitua la seule réponse de Craddock. Pour sa part, Alfred ne le quittait plus des yeux. « Vous ne voulez pas me le dire, hein ? Un billet de retour dans ses poches ? Possible.
monsieur Krakenthorpe. Admettons donc que la jeune femme ait pris le train à Londres. Sans doute. L'individu qu'elle devait rencontrer ici estimait-il que le musée serait un endroit propice à un crime. De toute évidence, il connaissait la propriété à fond. C'est lui que je rechercherais si j'étais à votre place. C'est ce que nous faisons, répliqua placidement l'inspecteur. Et il donna toute leur signification à ces quelques mots. Je ne supporte pas que vous ayez besoin de moi, demanda Brian Isley, qui hésitait à franchir le seuil de la porte. Craddock lui fit signe d'entrer. Vous aviez épousé Edith Krakenthorpe, et elle est morte il y a 5 ans. C'est exact. Eh bien, soyez le bienvenu, surtout si vous êtes en mesure de nous aider en quoi que ce soit. Je n'ai malheureusement pas cette impression. Cette affaire est tellement bizarre, ne pensez-vous pas? Une femme qui vient de loin pour rencontrer un quelconque sadique dans une salle glaciale, et cela en plein hiver? Assez inattendu. Voulez-vous bien convenir, l'inspecteur? Est-il vrai qu'elle soit une étrangère? Le fait qu'elle ne soit pas de notre pays vous suggère-t-il quelque chose? Demanda Craddock, appuyant sur les 2 derniers mots. Mais le témoin volontaire n'hésita pas. Non, en toute franchise. Il est possible qu'il s'agisse d'une Française, intervient Bacon d'un ton rauque. Brian parut s'animer. Oh, une envoyée du Gai Paris. Il secoua la tête presque aussitôt. À tout prendre, voilà qui ajoute encore à l'invraisemblable de toute cette histoire. Sans paraître s'émouvoir de cette remarque, Craddock insista. Est-il exclu que votre famille ait eu des contacts avec une Française? Un léger haussement d'épaule et Brian répondit. Les Krakenthorpe sont trop timorés. Harold dédaigne les étrangers. Pour sa part, Alfred ne se préoccupe guère du sexe faible. Il passe sa vie à monter des affaires douteuses qui tournent court la plupart du temps. Quant à Cédric, il lui suffit de fréquenter au Baléares des señoritas qui se feraient tuer pour lui. Étonnantes ces conquêtes, car l'homme ne se rase pas souvent et donne l'impression de ne jamais se laver. Mais ces détails ne vous aident guère, n'est-ce pas? Il rit assez bruyamment avant d'ajouter. Mieux vaudrait vous assurer les services de mon fils, Alexander. Avec son camarade, le jeune Stodariest, il cherche déjà des pistes dans tous les recoins. Je ne serais pas tellement étonné qu'il réussisse. Peu convaincu, Craddock remercia Brian et déclara qu'il désirait parler à Miss Krakenthorpe. L'inspecteur de Scotland Yard regardait Emma avec encore plus d'attention qu'auparavant. L'expression qu'il avait surprise sur son visage avant le déjeuner ne laissait pas de l'intriguer. Une femme placide à première vue, pensait-il, ni sotte, ni supérieurement intelligente. L'une de ces personnes au charme discret que les hommes sont enclins à accepter telle qu'elle, parce qu'elle s'entend à transformer un quelconque intérieur en un foyer reposant et harmonieux à souhait. Toutefois, sous les apparences d'une douceur à toute épreuve, se cache souvent une force de caractère qu'il convient de ne pas négliger. Et Craddock inclinait à penser que la clé du mystère du sarcophage était peut-être cachée dans les replis du cerveau d'Emma. Quoi qu'il en fût, il entama la conversation d'un ton détaché. « Je suppose qu'il ne vous reste pas grand-chose à rajouter aux déclarations que vous avez déjà faites à l'inspecteur Bacon. Aussi éviterai-je de vous importuner outre mesure. » Posez-moi toutes les questions que vous jugerez utiles, lui fut-il répondu. Craddock s'inclina. Merci. Comme vous l'avez dit, Mr. Winburn, nous en sommes arrivés à la conclusion que la victime n'était pas anglaise, ce qui, dans un certain sens, peut vous rassurer. Votre notaire le pense du reste. Cependant, l'identification de l'inconnu devient encore plus difficile. N'a-t-on rien trouvé à cet égard? Un sac à main, des papiers? Hélas. Et vous n'avez pas d'indice quant au pays d'où elle est venue? Craddock réfléchit rapidement. En fait, elle est plus qu'anxieuse de le savoir. Et pourquoi? Pas encore, dit-il. C'est pourquoi j'espérais que vous pourriez nous aider. Êtes-vous absolument certaine que ce soit impossible? Bien que vous n'ayez pas été capable d'identifier le cadavre, peut-être avez-vous une idée tout personnelle à son égard? Il eut la vague impression que la jeune femme hésitait quelque peu. « Non !» répondit-elle enfin. Imperceptible, l'attitude de Craddock se raidissait. Le ton de sa voix devint plus incisif. « Quand Mr. Winburn vous a révélé que la femme était une étrangère, vous m'avez immédiatement pensé à une Française. Pour quelle raison ?» Emma ne parut nullement déconcertée. Seul réflexe, un imperceptible haussement des sourcils. « Ai-je fait allusion à une Française ? Oh oui, je me souviens maintenant, mais je serais incapable de préciser la raison, si ce n'est qu'on a souvent tendance à croire qu'une étrangère ne peut être que français, jusqu'au moment où sa véritable nationalité est découverte. Ainsi, vous n'aviez aucun motif précis?
Aucun, affirma-t-elle. Le regard acéré de Craddock la laissa indifférente. Ce que, voyant l'inspecteur, fit un signe à Bacon qui s'empressa de sortir de sa poche le poudrier trouvé par Lucy Hayles Barrow sur le remblai du chemin de fer. Reconnaissez-vous cet objet demanda Craddock. Un rapide examen et Emma secoua la tête. Il ne m'appartient pas. Et vous ignorez qui en est le propriétaire? Totalement. Dans ces conditions, nous ne vous retiendrons pas plus longtemps pour le moment. Merci, Miss Crackenthorpe. Elle eut un bref sourire et sortirent, donnant à Craddock l'impression que son empressement à disparaître pouvait signifier qu'elle ait crainte le pire. Croyez-vous qu'elle soit au courant de quelque chose s'enquit Bacon. La réplique de son collègue fut quelque peu énigmatique. À un certain stade, on est porté à soupçonner qu'un témoin se refuse à révéler tout ce qu'il sait. D'accord, mais très souvent, il s'agit de détails qui n'ont rien à voir avec l'affaire en cours, quelques pégadilles d'ordre privé dont on redoute la révélation. Je ne l'ignore pas, cependant. Craddock n'eut pas le temps d'achever sa phrase, car la porte s'ouvrit brusquement et Luther Crackenthorpe fit son apparition, donnant libre cours à une vive indignation. « C'est une honte! Scotland Yard envahit ma demeure et n'a même pas la courtoisie de s'adresser au chef de la famille. Qui est le maître ici? Je voudrais bien le savoir. Répondez !» S'étant levé sur le champ, Craddock répondit avec toute la courtoisie voulue. « Vous, naturellement, monsieur. Toutefois, je pensais que vous aviez confié à mon collègue tout ce que vous saviez, et du fait que votre santé laisse à désirer, nous voulions vous éviter une nouvelle épreuve. Le docteur Quimper nous a dit que... La vérité est que je suis pas robuste, mais tout bon docteur qu'il est, Quimper ressemble aux vieilles femmes. Il ne cherche qu'à m'envelopper dans du coton. Je dirais même qu'il est timbré. Ainsi, la veille de Noël, à propos de cette indigestion, bagatelle que tout cela, le fait est que je suis en assez bon état pour essayer de vous aider. Pensez donc, un crime, chez moi, plus exactement dans ce bâtiment qui remonte à la reine Elisabeth Ier du nom. Mes foins d'architecture, que désirez-vous savoir? Et quels sont vos plans? Il est encore un peu tôt pour parler de plans, monsieur Crackenthorpe. Nous nous efforçons encore d'identifier la victime. Pourquoi s'est-elle rendue chez moi? Riposta le vieillard. Peut-être pensez-vous qu'elle fréquentait l'un de mes chers fils? Dans ce cas, voyez Alfred. Harold est hors de cause, trop snob. Cédric, lui, ne daigne pas vivre dans son pays natal. Alors, c'est clair, il s'agit de l'un des jupons d'Alfred. Et voyant que la belle se disposait à le rejoindre, un quelconque jaloux l'a suivi et... Qu'en dites-vous? Diplomatiquement, Craddock répondit que cette théorie ne manquait pas d'à propos, tout en précisant que le dit Alfred n'avait pas reconnu la victime. Peu, s'écria le vieillard. Il a peur, voilà tout. Toujours été un poltron, cet Alfred. Et il ment, comme un arracheur de dents. Aucun de mes fils n'est digne de confiance. Tous ces vautours qui attendent ma mort. Eh bien, si je ne puis faire pour vous, je me retire. Il faut du repos. Après son départ, Bacon se tourna vers son collègue. L'un des jupons d'Alfred, j'ai une idée que le vieux a inventé toute cette histoire. Il hésita un instant avant d'ajouter. Voyez-vous, mon impression est que le digne Alfred doit être laissé en dehors de tout cela. Certes, c'est un roublard, mais aucun instinct criminel. À propos, je me demande si cet ex-aviateur... Brian Whistler? Oui. Il m'a donné d'avoir affaire à 2 anciens pilotes de chasse. Ayant connu trop tôt le goût de l'aventure de la perspective d'une mort violente, leurs semblables estiment qu'une existence normale est dépourvue d'attrait. Dans ces conditions, comment s'étonner que ces gaillards ne reculent devant aucun risque? Dans la lutte pour la vie, l'homme du commun joue ses cartes avec précaution, respect de la moralité ou crainte du gendarme. Les anciens pilotes, eux, n'ont peur de rien. Le mot prudence n'existe pas dans leur vocabulaire. Si Yesley a fréquenté une femme et qu'il ait éprouvé ensuite le besoin de la supprimer, à ce stade de ses commentaires, Bacon fit un geste significatif. Mais, s'empressa-t-il d'ajouter, pourquoi cacher le cadavre dans un sarcophage appartenant à son beau-père? Continuez-vous vos interrogatoires demanda son collègue. L'inspecteur ayant esquissé un geste de dénégation, Bacon suggéra un retour immédiat à Brackenton, l'heure du thé, mais Craddock répondit qu'il lui fallait voir une vieille connaissance. Chapitre 10. Assise, tête droite dans un décor de porcelaine chinoise, le salon de la fidèle Florence, Miss Marple parlait à Dermot Craddock. « Je suis si heureuse que cette affaire vous ait été confiée.
Dès la réception de votre lettre, répondit l'inspecteur, j'ai pris contact avec mon chef. Précisément, il venait d'être informé par la police de Brackenton que le crime ne semblait pas révéler des autorités locales et il a écouté avec la plus grande attention tous les détails que je lui ai donnés à votre sujet. Sans doute, mon parrain lui avait-il parlé de vous. Ce cher Sir Henry, murmura Miss Marple. Puis-je vous révéler ses impressions ? Oui, à la condition que cela ne consiste pas une infraction au règlement. Nullement. Il a tout d'abord pensé à une histoire rocambolesque imaginée par deux dames âgées, puis il a admis que, contre toute attente, ladite histoire était corroborée par les faits. Sa conclusion fut rapide. Puisque vous connaissez l'une des dames, je vous charge de l'enquête. Et me voici devant vous. Toutefois, la visite que je me permets de vous rendre n'a aucun caractère officiel. Mes assistants habituels ne m'ont pas accompagné. J'ai pensé que mieux valait abattre nos atouts respectifs. Excellente idée. Et que savez-vous de l'affaire ? Tous les éléments de début, les déclarations de Mrs. McKillicuddy à la police de Sainte-Marie-Med et au contrôleur du train, sans oublier la note adressée au chef de gare de Brackenton. J'ai également pris connaissance des rapports de l'administration des chemins de fer et des inspecteurs de la région. Mais votre sagacité éclipse le tout. Vous avez un don de devineresse. Devineresse, certainement pas. J'avais un atout sérieux. Elspeth McKelligy est mon amie. Et n'oubliez pas qu'elle ne ressemble pas à ces personnes âgées qui donnent libre cours à une débordante imagination. J'en suis convaincu, mais il est regrettable qu'elle se soit embarquée pour ces lines. Toutefois, nous avons fait le nécessaire pour qu'elle soit interrogée là-bas. Un court moment de silence s'ensuivit. Mon raisonnement n'a pas été original, reprit Miss Marple. Souvenez-vous de Mark Twain, l'humoriste américain. Et de son histoire du petit garçon qui cherchait un cheval égaré. Qu'a-t-il fait ? Il était tout simplement demandé où il irait s'il était à la place du quadrupède. Et le cheval se trouvait bel et bien à l'endroit voulu. Ainsi, vous êtes mise, pour ainsi dire, dans la peau du personnage, en l'occurrence de celle d'un affreux assassin, s'étonna Cradock, qui ne pouvait détacher son regard de son vis-à-vis. Frêle sous son auréole de cheveux blancs. Vraiment, votre esprit est insondable, affirma souvent mon neveu. Raymond, répondit Miss Marple avec le tout sérieux voulu. Eh bien, confondez-vous encore davantage avec le criminel et dites-moi où il a eu l'idée de se cacher. Son vis-à-vis hocha la tête. Je voudrais bien vous satisfaire, mais je n'ai pas la moindre soupçon à ce sujet. Cependant, il doit s'agir d'un individu qui connaît Rutherford Hall à fond. D'accord, mais voilà qui conduit à toutes sortes de suppositions. Nombreux sont les personnes qui ont fréquenté le fameux musée. Les membres de la défense passive, puis les délégués de l'assistance au vieillard ont pu repérer le sarcophage. Tous savaient où trouver la clé. Ce qui revient à dire que les bavardages aidant, le moindre recoin était connu à la ronde, et qu'une quelconque personne a dû penser que l'endroit se prêtait admirablement à ses desseins. Qui pourrait le contester ? Et je ne comprends toutes vos difficultés. Cradock soupira. Nous n'arriverons à rien aussi longtemps que le cadavre ne sera pas identifié, ce qui ne sera sans doute pas facile. Oh, nous finirons par réussir. Certes, nous avons déjà contrôlé tous les cas de disparition de femmes pouvant se rapporter à notre affaire. En vain. Le médecin légiste estime que la victime devait avoir environ 35 ans, qu'elle était en bonne santé, probablement mariée et qu'elle eut au moins un enfant. Son manteau de fourrure de médiocre qualité a été acheté chez un revendeur londonien, mais il n'a pas reconnu la photo de la morte. Ses autres vêtements semblent d'origine étrangère, achetés pour la plupart à Paris. En conséquence, nous avons pris contact avec la police parisienne et elle effectue des recherches. Tôt ou tard, quelqu'un surgira et nous avisera de la disparition d'une parente ou d'une locataire, une question de temps en somme. Le poudrier n'a été d'aucune utilité ? Non, malheureusement, c'est un objet bon marché qu'on vend par dizaines rue de Rivoli. À propos, vous auriez pu le remettre sur le champ à la police, ou plutôt Miss Ailes Barrow qui l'a retrouvé. Si une jeune femme s'entraînant au golf ramasse un colifichet dans l'herbe, pensez-vous vraiment qu'elle va s'empresser d'alerter les autorités ? Et j'ai pensé qu'il était plus sage de retrouver d'abord le cadavre. L'inspecteur parut surpris. Vous me donnez l'impression de n'avoir jamais douté de cette découverte. Exact. Lucy Ailes Barrow est très intelligente, voyez-vous ? Qui pourrait le contester ? Même, j'oserais dire qu'elle m'effraie. Quel dynamisme ! Une de ces femmes qu'un homme n'oserait pas épouser. Oh, je ne suis pas tout à fait de votre avis, Dermot. Évidemment, son mari devrait se montrer compréhensif. Mais comment se comporte-t-elle à Rutherford Hall ? Fantastique.
La famille s'est pratiquement rangée derrière elle. Je dirais même, s'il s'agissait d'oiseaux, que tous viennent manger dans sa main. À propos, les Krakendorf ignorent la mission dont vous l'aviez chargée et nous sommes tous tus à ce sujet. Parfait, mais Lucie n'a plus rien à faire pour mon compte personnel, puisque le but que je lui avais assigné est atteint. Donc, elle pourrait donner son congé si elle le désirait. Oui, et elle reste... pourquoi ? Je l'ignore. Peut-être s'intéresse-t-elle à l'affaire ou à la famille. Il n'est pas impossible que les deux soient liés. Cradock lui jeta un regard aigu. Vous avez certainement une idée personnelle à ce sujet. Moi ? Oh non. Je me permets d'insister. Miss Marple fit un signe de dénégation. Dans ces conditions, reprit l'inspecteur, peu convaincu, il ne me reste qu'à poursuivre mon enquête, selon la routine habituelle. La vie d'un policier est parfois monotone. Il hésita avant d'ajouter. Alors, aucune suggestion ? La vieille demoiselle semblait réfléchir. Relevant brusquement la tête, elle murmura. Je pensais à des détails qui évoquent les tournées théâtrales. Hein ? S'écria Cradock stupéfait. Oui, ces tournées qui vont de ville en ville. Les artistes qui en font partie sont la plupart du temps séparés de leur famille et ne correspondent pas plus souvent avec elle. Tant et si bien que l'un d'eux, disons une femme, serait capable de disparaître sans que ses proches en soient avertis sur le champ. L'inspecteur tressaillit. Voilà une précieuse indication. Nous allons essayer d'en tirer parti. Mais pourquoi souriez-vous ? Je me demande quelle sera la réaction de Elspeth McKillicuddy quand elle apprendra la découverte du cadavre. Ça alors ! S'écria Mrs. McKillicuddy. La digne dame ne trouvait pas de mots pour exprimer sa surprise et son regard s'attardait sur le jeune officier de police Saint-Galais qui, très affable, souriant même, lui montrait plusieurs photographies. S'étant enfin ressaisie, elle put s'exprimer. « C'est bien elle !» affirma-t-elle de son habituelle voix péremptoire. « Pauvre femme ! Eh bien, je suis heureuse qu'on ait enfin retrouvé son cadavre. Figurez-vous que personne ne voulait me croire, ni la police, ni les employés du chemin de fer. Et il est irritant de passer pour une hallucinée. Maintenant, personne ne pourra s'insinuer que je n'ai pas fait mon devoir. » Son interlocuteur s'inclina en signe d'approbation. « Voyons, reprit Mrs. McKillicuddy, le corps a été découvert dans un vieux bâtiment dépendant d'une propriété appelée Rutherford Hall et situé près de la ville de Brackenton. Je n'ai jamais entendu parler de ce domaine. Comment la dépouille de cette malheureuse a-t-elle pu être transportée ?» Le jeune policier, tardant à répondre, elle ajouta vivement. « Je suppose que Jane Marple est entrée en action et on pouvait lui faire confiance. » Son interlocuteur jeta un rapide coup d'œil sur ses notes. L'auteur de la trouvaille est une certaine Miss Lucy Hylesborough, totalement inconnue. Mais vous ne m'ôterez pas de la tête que Jane Marple est la source. Un léger haussement d'épaule que lui importait. Et le policier en revint au point principal. De toute façon, vous maintenez que la femme figurant sur ces photos est bien celle que vous avez vue dans un train et qu'un homme l'étranglait ? Oui, je le maintiens. Cet homme, comment était-il ? Très grand, brun et impossible de donner plus de détails. Il me tournait le dos. Le reconnaîtrez-vous toutefois ? Impossible, je n'ai pas vu son visage. Aucune idée quant à son âge. Mrs. McKillicuddy se prit à penser. Peut-être ne s'agit-il pas d'un tout jeune homme. Si j'en juge par la carrure et de ses épaules, dit-elle, enfin, disons, entre 35 et 40 ans. À la vérité, mon attention s'était surtout portée sur la victime, qui s'offrait à ma vue, gorge serrée comme dans un étau et visage bleui. J'en rêve encore maintenant. Spectacle pénible, j'en convient le policier qui remarqua son carnet de notes. Quand rentrez-vous en Angleterre ? Pas avant 3 semaines. Mais sera-t-il nécessaire que j'abrège ? Oh non, à moins qu'une arrestation. Et l'entretien prit fin. 2 jours après, Mrs. McKillicuddy reçut une lettre de Miss Marple. L'écriture était serrée, telle une toile d'araignée, et nombreuses étaient les phrases soulignées. Toutefois, la destinataire avait l'habitude de déchiffrer les épîtres de son amie, et à la conclusion de sa lecture, elle ne put s'empêcher de donner libre cours à sa joie. Son orgueil peut-être. Jane et moi, nous leur avons montré ce dont nous étions capables, pensait-elle. Chapitre 11. Vous comprendre me semble une impossibilité, s'écria Cédric Krakendorf. Appuyé contre le mur délabré d'une porcherie désaffectée, il dévisageait Lucy Hylesborough. « Que voulez-vous savoir ?» répondit posément la jeune femme. « Ce que vous faites exactement à Rutherford Hall. Je gagne ma vie.
En tant que boniche, répliqua-t-il avec quelque mépris. Vous ne vivez pas avec votre siècle. Boniche, dites-vous? Certainement pas. Je suis spécialisé dans la supervision d'un foyer. Plus exactement, je représente cette sorte d'ange gardien que les familles réclament à grands cris. Vous n'allez pas me prétendre que vos occupations dans cette propriété répondent à vos goûts personnels. Préparer les repas, faire les lits, vous agiter un peu partout avec un balai ou un aspirateur, plonger vos bras dans l'eau graisseuse. Lucie ne put réprimer un éclat de rire. Les menus détails peuvent paraître déplaisants, mais cuisiner des plats répond à mes goûts personnels. Et en ce qui concerne le reste, il me soit permis de vous dire qu'une force irrésistible me pousse au nettoyage. J'ai horreur du désordre. Le désordre, mais c'est l'image même de ma propre vie. À vrai dire, il me déplaît nullement. Un rapide coup d'œil sur son vis-à-vis et la jeune femme répliqua. Votre allure semble le confirmer. Cédric haussa les épaules. Voyez-vous, ma petite bicoque à Ibiza, c'est d'une extrême simplicité. Un lit étroit, 2 chaises peu solides, une table rustique, sans oublier 3 assiettes, 2 tasses, une tunique sous coupe. Le désordre règne en maître, avec un peu partout des taches de peinture et des blocs de pierre. Ne puis-je pas tout à la fois peindre et sculpter ? Être peintre et sculpteur? Personne n'a le droit de toucher à quoi que ce soit, pas de femme dans la place. À aucun titre? Que voulez-vous dire? Je pense qu'un artiste a parfois besoin de détente sentimentale. Cela ne me regarde pas que moi, riposta Cédric, non sans dignité. Ce que je veux éviter à tout prix, c'est la présence d'une femme qui, sous couleur de faire le ménage, s'efforce d'imposer ses 4 volontés. L'allusion était directe, mais Lucie soutint le regard de l'artiste. « J'aimerais mettre de l'ordre chez vous, répondit-il posément. Mon intervention serait une sorte de défi. En somme, vous êtes l'une des femmes qui entendent mettre leur nez partout, et je me rends compte qu'il vous appartient de découvrir un cadavre dans un sarcophage. » Un moment de silence, et il ajouta. « Le plus cocasse est que vous paraissez vous entendre avec mon père. Que pensez-vous de lui ? » Il me faut avouer que je n'ai guère eu le temps d'étudier son comportement. Inutile d'éluder ma question. Son avarice dépasse toute description. Et, à mon humble avis, l'homme déraisonne parfois. Naturellement, il ne peut nous sentir, à l'exception d'Emma, peut-être. Son antipathie découle du testament de grand-père. Le testament ? Oui, mon père ne touche que le revenu d'une fortune dont le partage n'aura lieu qu'après sa mort. Aussi s'emploie-t-il à économiser le moindre penny à ses rentes. Et la somme mise ainsi de côté doit déjà atteindre un joli total. Dois-je vous dire qu'Harold, Alfred, Emma et moi-même n'avons pas reçu un penny de la fortune de l'aïeul? Il convient de préciser que, si je suis resté un artiste sans le sou, Harold, en revanche, s'est lancé dans les affaires. Il est de ceux qui savent faire jaillir l'argent. Cependant, le bruit court qu'il traverse une mauvaise passe. Quant à Alfred, je ne l'envie guère. Dans la famille, on l'appelle risque-tout. Pourquoi ? Vous me semblez toujours aussi curieuse. Eh bien, sachez que seule la Providence a voulu qu'il n'ait pas encore pris pension dans une prison. Affecté au ministère du ravitaillement pendant la guerre, le gaillard s'est vu congédié pour des motifs sur lesquels mieux vaut ne pas s'étendre. Puis, il a imaginé des combinaisons douteuses. Le marché noir, dit-on. Oh, et rien de sensationnel. Juste ce qu'il faut pour éviter le pire. D'un geste, Lucie interrompit. Ne croyez-vous pas qu'il soit dangereux de révéler des secrets à une étrangère ? Seriez-vous une indicatrice de la solde de la police ? Je pourrais l'être. Vous m'en donnez pas l'impression. Je dirais plutôt que... L'entrée d'Emma dans la cuisine l'interrompit. « Hello !» lança-t-il à l'adresse de sa sœur. « Mais vous me paraissez soucieuse. » « Comment pourrais-je le nier, Cédric ? Il faut que je vous parle. » « Je suis attendue au premier étage, intervint Lucie, qui se retira discrètement. « Agréable personne, dit le peintre à Emma. Qui est-elle exactement ? Pour le moment, il ne s'agit que de Miss Ailes Boireau. Je suis terriblement inquiète. La police pense que l'inconnue du sarcophage est une étrangère. Une Française, peut-être. Cédric, répondez-moi franchement. Ne voyez-vous pas qu'il puisse s'agir de Martine ?» Pendant quelques instants, Cédric regarda sa sœur sans avoir l'air de comprendre. « De diable si je connais. Oh ! Je me souviens. Vous voulez dire là, enfin, Martine ? Évidemment. Et pourquoi s'agirait-il de Martine ? Oubliez-vous la lettre que j'ai reçue ? Puis ce mystérieux télégramme expédié avant la découverte du cadavre. Tout compte fait, peut-on conclure que cette femme soit venue quand même à Rutherford Hall ? Absurde ! Pour quelle raison aurait-elle fait ce déplacement ? Plus exactement, dans quel but aurait-elle choisi le musée de notre père ? Emma ne paraissait pas convaincue. Je me demande si vous ne devriez pas parler de Martine à l'inspecteur Bacon et à son collègue. Par exemple, révéler quoi ? Le rôle qu'elle a joué ainsi que l'envoi de la lettre et du télégramme. Il n'en est pas question.
Vous n'allez pas créer de nouvelles difficultés en faisant l'allusion à des détails qui n'ont absolument rien à voir avec le crime. Au surplus, je n'ai guère pris cette lettre au sérieux. Elle m'a profondément troublée. En revanche, naturellement, vous avez toujours eu tendance à admettre des impossibilités. Mon opinion est qu'il faut tenir votre langue. C'est à la police qu'il appartient d'identifier le précieux cadavre. Et je parierais qu'Harold est de mon avis. Vous gagnerez, et il en est de même pour Alfred. N'empêche que je n'ai pas la conscience tranquille. Que puis-je faire? Rien? Sinon vous taire. N'allez jamais au-devant des ennuis. Telle est ma devise. Emma soupira longuement avant de se retirer. À la vérité, elle ne se sentait pas à l'aise. Au moment où elle s'engageait dans une allée du jardin, le docteur Quimper sortait de la maison et se dirigeait vers sa vieille voiture. Ayant aperçu la jeune femme, il l'observa attentivement avant de la rejoindre. « Je viens de voir votre père, dit-il. Il est en parfaite santé. Décidément, les crimes semblent le revigorer. Il faudra que je le recommande de cette sorte de cure à d'autres clients. » Emma haussa les épaules. Aucune réaction n'échappait au praticien. « Des ennuis » s'enquit-il. La jeune femme ne le quittait pas des yeux. Elle savait que la sympathie de son interlocuteur ne lui ferait jamais défaut. N'était-il pas devenu l'ami de la famille, un ami dont la bonté se cachait parfois sous une feinte brusquerie? « Oui, répondit-elle enfin. Désirez-vous me les révéler? Ne me dites rien. Ni telle n'est pas votre intention, car je vais éviter de faire pression sur vous. Ma confiance en vous est totale, mais le fait est que je ne sais quoi décider. Pourtant, votre jugement est généralement logique. De quoi est-il question ? Vous vous souvenez peut-être des propos que je vous ai tenus au sujet de mon frère, celui qui est mort au début de la guerre? S'agissait-il de ses projets de mariage avec une Française? Exact. Peu de temps après la réception de la lettre expédiée de France et dans laquelle il faisait allusion, Edmund a été tué. Et depuis, nous n'avons plus entendu parler de cette femme, du moins jusqu'à l'approche de Noël. Je sais, elle vous a écrit, nous informant qu'elle était en Angleterre et qu'elle désirait venir nous voir. Tout fut arrangé pour une rencontre et, à la dernière minute, un télégramme nous a avisé qu'il lui fallait rentrer en France sur le champ. Alors, eh bien, la police pense que la femme du sarcophage était française. Pas possible. Elle m'avait semblé voir plutôt le type anglais. Quoi qu'il en soit, je crois comprendre que vous vous demandez avec anxiété si elle n'est pas la personne que votre frère fréquentait. Oui. Cela me paraît impossible pour le moins, toutefois je me rends compte de votre état d'esprit. Ne vaudrait-il pas mieux aviser la police? Cédric et les autres estiment que c'est inutile. Qu'en pensez-vous? Tête penchée, le docteur Quimper se donna le temps de la réflexion. En fait, cette question posait un problème délicat, surtout aux médecins de la famille. Il va de soi, répondit-il avec circonspect, qu'il serait plus simple de ne rien dire et je comprends parfaitement l'attitude de vos frères. Toutefois, Quimper regardait Emma et ses yeux exprimaient une profonde affection. À votre place, dit-il, je ne cacherai rien aux inspecteurs, car, dans le cas contraire, vous ne cesserez de vous tourmenter. Je vous connais bien, voyez-vous. Sans doute ne suis-je qu'une petite sotte. Certainement pas. Agissez selon votre conscience, mon enfant, et envoyez le reste de la famille au diable. Je défendrai votre point de vue contre n'importe qui.